Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce vendredi 1er juillet. Des chiffres encourageants dans la vallée de l'Arve. La conférence locale de l'air s'est tenue ce mercredi et les principaux acteurs ont dévoilé les dernières mesures de la qualité de l'air. La teneur en particules fines stagne, mais celle de certains gaz baisse, comme le dioxyde d'azote. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis nous retrouverons Georges Aubert dans son Notre des Jeux à Chambéry. Il va nous présenter dans sa dernière chronique sa sélection pour l'été, de quoi pimenter vos longues soirées apéritives, nous le verrons. Je vous le disais à l'instant, la 5e édition de la conférence locale de l'air s'est tenue à Cluses ce mercredi. Une réunion essentielle pour discuter du PPA2, le plan de protection de l'atmosphère mis en place dans la vallée de l'Arve. En effet, le territoire est placé sous haute surveillance depuis une dizaine d'années en raison de la pollution aux particules fines émanant des industries locales. Les différents acteurs ont constaté quelques améliorations, même s'il reste encore quelques efforts à fournir. Manon Toiti et Alex Gontier. Une nouvelle conférence locale de l'air s'est tenue 6 mois après la précédente. À Cluses, les acteurs de cette réunion ont pu débattre sur la nouvelle version du plan de protection de l'atmosphère mise en place dans la vallée de l'Arve. Il a été question des premières avancées, mais aussi du chemin qu'il reste à parcourir. Pour ce qui est des valeurs limites, donc de la réglementation, aujourd'hui on est sur un respect de la réglementation, que l'on soit sur les pics de pollution ou également sur la pollution de fond aux particules ou au dioxyde d'azote. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, au niveau sanitaire, les recommandations de l'OMS qui sont en vigueur aujourd'hui ne sont pas encore respectées et c'est pour ça aussi qu'il faut continuer les efforts. Ce nouveau plan de protection de l'air s'attaque à 3 sources de pollution. Le chauffage résidentiel, l'industrie et bien sûr le transport. Avec 80% de déplacements professionnels qui se font à moins de 6 km, la mobilité représente un enjeu majeur du territoire. On ne peut pas se passer tout le temps de la voiture. On le sait, quand on est parent, quand on a un enfant à l'école et qu'il faut aller le chercher quand il est malade, oui, il faut quand même qu'on garde des moyens. Ces moyens-là, c'est là où il faut travailler avec ces personnes-là pour peut-être faciliter le changement de véhicule. Et là où on peut se passer de la voiture, puisque dans notre cycle de vie, je pense qu'il y a des moments donnés où on peut s'en passer, ce sont aussi le travail avec les entreprises que l'on menait pour trouver des modes alternatifs de mobilité, de déplacement. Piloté par l'État, ce plan d'action est un enjeu de santé publique. Chaque année, 93 décès dans la vallée de l'Arve seraient attribués à une exposition aux particules fines. En plus de capteurs mis à leur disposition, les particuliers peuvent recevoir une aide financière pour leur transition écologique. Nous prolongeons encore d'1 an, jusqu'à fin 2023, la prime pour le changement, l'aide pour le changement, l'achat d'équipements pour les foyers ouverts. Donc transformez, vous qui dans la vallée de l'Arve avez une cheminée à foyer ouvert qui vous pollue, avant même de polluer à l'extérieur, qui vous intoxique. On est là pour la prime est reconduite pour 1 an de plus. Une nouvelle conférence devrait avoir lieu prochainement. L'objectif est ensuite d'ouvrir ces réunions au public, associations et professionnels. Et on quitte la vallée de l'Arve pour faire connaissance avec le nouveau président d'OSV, Anne-Sylvieux. Je rappelle qu'Outdoor Sport Valley est une association qui rassemble les grands acteurs des activités sportives outdoor. Cédric Georges, bonsoir. Bonsoir Marine. Votre élection est toute fraîche. Vous avez été élu jeudi soir à Talloires. Quelle est votre ambition pour Outdoor Sport Valley ? L'ambition, c'est d'abord de continuer à développer cette association qui a maintenant presque 13 ans, qui a été établie dans le cœur des Alpes, à Annecy, et qui emploie maintenant 15 salariés, qui sert près de 520 adhérents. Et donc, on a à cœur de servir l'ensemble des entreprises de l'industrie outdoor, les servir sur différents aspects, notamment le RH, les achats mutualisés. On les suit également sur la création des entreprises. Donc on a beaucoup de piliers au sein de l'association qui sont importants, mais le virage que je souhaite prendre par rapport à ma présidence, c'est surtout d'accélérer sur la transition écologique. J'ai vu que votre premier sujet en parlait, c'est quelque chose qui est important, pas uniquement à Annecy, pas uniquement dans la vallée de l'Arve, mais au niveau mondial, et c'est une prise de conscience qu'on souhaite vraiment donner. Et je pense que cette industrie doit rester moteur et en avance sur cette transition écologique, donc je vais essayer de porter ce virage-là. Pourquoi justement en faire votre priorité au cours de votre présidence ? Déjà, vous avez le Covid qui a fait réagir beaucoup au niveau prise de conscience collective. Avant cela, il y avait déjà des alertes et
des éléments qui nous faisaient dire qu'il fallait qu'on change nos comportements d'achat, nos comportements de vie. Et donc ça, c'est une prise de conscience qui s'est établie au cours des années et le Covid a juste accéléré les choses. Donc à partir de là, il faut amener des solutions concrètes parce qu'il y a une attente des Français, des consommateurs et l'industrie doit répondre à ces attentes-là. Pour cela, on doit transformer l'ensemble de l'industrie, que ce soit sur la production, plus au cœur de l'Europe, plus au cœur des Français, par exemple. Également, changer la façon dont on produit avec des ressources beaucoup plus durables, beaucoup plus positives, avec un impact positif sur l'environnement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut initier, sur lesquelles on a déjà individuellement fait des choses, mais collectivement, on n'a pas encore vraiment tracé une route forte. Et l'ambition, c'est vraiment d'écrire cette route qui va s'axer sur 3 choses. Le produit, l'innovation, donc tout ce qui est lié à la production. Donc là, ça va passer par la relocalisation de l'ensemble des outils de production. On va avoir également l'accompagnement des entreprises sur la décarbonisation, comment on a un impact positif en termes de carbone. Et puis plus tard, on verra qu'il y a d'autres éléments importants par rapport à l'entreprise verte et à l'entreprise à impact. Donc c'est tous ces éléments-là. Et dans la transition écologique, il y a également au sein de la loi RSE la volonté d'avoir un impact sociétal. Et on voit qu'une des réussites de cette transition sera uniquement si elle est basée sur l'humain. Donc il va falloir également qu'on clarifie notre feuille de route par rapport à l'humain. C'est-à-dire comment on va aborder les choses avec nos salariés, comment on va s'assurer qu'ils comprennent l'impact et ce qu'ils font dans cette industrie. Parce que si on veut continuer d'attirer des talents et des jeunes, il va falloir qu'on ait des positions et des jobs qui les intéressent, répondent à leurs attentes et permettent de s'épanouir au quotidien dans cette industrie merveilleuse. Voilà. Alors vous êtes arrivé en 2015 à OSV comme patron d'Au-de-l'eau France et vous vous êtes essayé à tous les postes. Racontez-nous un peu votre parcours au sein d'OSV. Oui, écoutez, je suis anécien à la base, donc j'avais à cœur, si possible, d'avoir un projet de vie, de pouvoir me rétablir au sein d'Annecy. Et donc j'ai eu cette opportunité de remplacer le responsable de la filiale. Et donc je suis arrivé dans la Outdoor un peu par la petite porte, mais quand même comme dirigeant de la filiale France. Et puis après, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris dans la grande consommation, dans une entreprise qui s'appelle Procter & Gamble, étaient des compétences qui étaient très facilement transversables et adaptables à l'industrie outdoor. Donc j'ai essayé de mettre en place des bonnes recettes que j'avais pu apprendre et ça a fonctionné. Donc à partir de là, on a utilisé l'équipe annécienne qui fonctionnait pour la France pour servir davantage de territoires. Donc on a créé la zone Europe-Ouest au sein de Au-de-l'eau, ce qui m'a permis de la prendre en responsabilité avec la même équipe qui était basée à Annecy. Donc ça a permis à tous les salariés également de grandir et de prendre plus de responsabilités. Et puis ça fonctionne très bien. Donc depuis 3 ans, les résultats étant là, on m'a proposé de prendre les ventes mondiales. Donc depuis 3 mois, je m'occupe des ventes de l'entreprise. Le siège mondial est en Suisse. Donc je fais pas mal d'allers-retours entre la Suisse et Annecy. J'ai à cœur quand même de maintenir la famille à Annecy parce que c'est quand même une région assez incroyable à vivre. Mais voilà, j'ai pris le parti également d'aller porter un peu notre vision européenne au niveau mondial. Donc voilà ce que je fais, tout naturellement. Pourquoi avoir rejoint cette association finalement ? Au début, venant de la grande conso, vendant des couches et des rasoirs, c'était pour moi une opportunité de comprendre l'industrie. Et c'est vrai que quand vous êtes lâché dans cette industrie, si vous n'avez pas des personnes qui vous accompagnent, des associations qui vous aident, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de données, c'est assez, pas fermé, mais c'est assez difficile à comprendre et à appréhender. Et donc là, j'ai compris que Outdoor Sport Valley, c'était exactement ce qu'il me fallait pour, 1, comprendre l'industrie, 2, me créer peut-être un réseau, 3, comprendre les enjeux de cette industrie et comment je peux les utiliser avec la marque Au-de-l'eau. Et puis, Outdoor Sport Valley a amené énormément de services, donc je voulais voir un peu comment je peux les utiliser pour Au-de-l'eau. Donc au début, c'était vraiment de la curiosité. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi du bénévolat. Donc on peut donner du temps. Et donc je me suis dit, moi j'ai appris des choses, pourquoi pas essayer de proposer naturellement du temps et peut-être des connaissances que j'ai pu apprendre. Donc j'ai commencé par des petites choses. Voilà, j'ai donné des cours, j'ai accompagné des startups. Puis après, on m'a permis de rentrer au conseil d'administration. Et puis après, au bureau, trésorier. Donc j'y suis maintenant depuis quasiment le début, depuis 7 ans. Et puis là, j'ai cette opportunité maintenant d'être le nouveau président. Donc voilà comment ça s'est réalisé. Alors désormais, vous cumulez votre nouvelle fonction de président avec votre travail chez Au-de-l'eau, sans oublier votre bénévolat, vous venez de le dire. Comment allez-vous mener toutes ces activités de front ? Ça va demander un peu d'organisation. Oui, c'est compliqué parce que les journées font 24 heures et on n'a pas tout le temps de tout faire. Surtout que j'ai également 3 enfants, dont une fille de 4 ans qui prend aussi du temps. J'ai ma famille, donc moi c'est hyper important. Donc il faut qu'on jongle avec la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que ça se fait très bien
quand vous savez bien gérer votre temps et vous savez gérer vos priorités, quand vous êtes entouré de bonnes personnes, avec la possibilité de déléguer et de pouvoir aussi compter sur des équipes qui fonctionnent très bien. Et j'ai cette chance d'être très bien entouré, que ce soit au sein de Audelot ou que ce soit à l'Outdoor Sport Valley avec une équipe exécutive qui investit chaque jour énormément de temps dans cette association. Et moi, le bénévolat, je le prends vraiment comme quelque chose qui est un plus dont j'ai besoin en fait au quotidien, parce que je donne et en fait je reçois beaucoup de cette association. Et je reçois beaucoup, pas forcément de façon spontanée, mais sur le long terme, en fait, on a beaucoup de reconnaissance et en fait, ça nous permet aussi de vous accomplir. Donc voilà, je pense que chaque être humain a besoin peut-être d'avoir une vie familiale réussie, une vie professionnelle réussie. Et s'il peut trouver une passion, une activité sans forcément avoir une volonté pécuniaire ou autre où il s'accomplit, bah, c'est également quelque chose d'important. J'ai aussi le sport, qui est une phase importante de ma vie. Et j'essaie aussi de jongler avec le sport, bien entendu, pour m'aérer un peu l'esprit et pouvoir clarifier mes idées, on va dire. Eh bien, c'était la dernière question. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et on vous dit à très bientôt, Cédric Georges. C'était un plaisir. Au revoir. Nous vous en parlions hier. Ce soir, c'est le coup d'envoi d'Annecy Paysage. Pendant 3 mois, les 16 œuvres installées à travers la ville ne manqueront pas de susciter interrogation ou admiration pour la population. D'ailleurs, pour les artistes, le festival permet aussi de découvrir la ville et leur propre art sous un autre angle. Bien loin des musées et autres expositions classiques, je vous propose d'écouter 2 de ces artistes sélectionnés cette année. Ils répondent aux questions d'Emmanuel Jaude. C'est intéressant parce que du coup, on peut créer vraiment un contraste avec la montagne qui est derrière. On a clairement changé d'échelle ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Il fallait, dès qu'on est dans l'espace public, dès qu'on est dans le milieu de la nature, au milieu des arbres, on doit changer d'échelle inévitablement. Et oui, je pense que c'est une réussite dans l'eau, ce bassin qui permet de tourner autour, et encore une fois, le lac derrière, et le contraste avec la nature, donc cette chose très étrange, aux couleurs très acidulées, très polymères comme ça, et avec les couleurs de la nature, je pense que c'est vraiment le contraste qui fonctionne. Et ça nous permet de rêver en grand, ça nous permet de côtoyer tout le public, et ça arrive à franchir des problématiques pour qu'on puisse, nous, venir comme artistes et créer nos œuvres en toute liberté. Donc oui, ça marche bien, j'espère rendre l'appareil au festival et au public et à la ville finalement, parce que quand on voit les succès et les bonheurs des gens, on est content. Place à notre chronique jeux de société maintenant. Les vacances d'été approchent à grands pas et pour beaucoup, il sera question de donner un peu de piment à vos soirées apéritives. Réflexion, tactique ou même évasion, notre chroniqueur Georges Aubert nous a déniché quelques idées dans son entre des jeux à Chambéry. Regardez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Jeux de société. Nous sommes à l'entre des jeux à Chambéry et je rejoins Georges qui nous a trouvé quelques réjouissances pour cet été. Bonjour Georges. Bonjour Marine et bonjour à tous. Alors effectivement, des petites réjouissances dont le Break the Cube. Break the Cube, c'est la suite de Break the Code. Là encore, dans la même lignée, il va s'agir d'un jeu de déduction dans lequel on va devoir décrypter le code créé de toutes pièces, littéralement de toutes pièces à l'aide de 3 polynômes, par mon adversaire de gauche. À chaque tour de jeu, je vais pouvoir avoir le choix entre 2 questions possibles pour tenter justement de déduire tout ça. Je vais pouvoir lui demander ce qu'il voit en vue du dessus sur l'une de ces cases numérotées. Par exemple, ici, si je te demande ce que tu vois en 9, il n'y a rien, donc tu me répondras rien. Par contre, si je te demande ce que tu vois en case numéro 5, la case centrale, tu me répondras que tu y vois du gris. D'accord ? Soit je vais pouvoir poser la deuxième question qui va être de te demander ce que tu vois comme couleur dans une ligne de mire créée par une lettre. Par exemple, si je te demande ce que tu vois à partir de la lettre H, tu vas te positionner de ce côté-là et me dire que tu y vois du bleu, du gris et rien du tout au 3e étage. Et grâce à toutes ces indications-là, moi je vais tenter justement de recréer ton fameux code et d'être le premier joueur à réussir à décrypter le code de mon adversaire. On est un peu sur la base de la bataille navale, mais en 3D finalement. Ouais, absolument, c'est un jeu de déduction, absolument, avec des coordonnées. On peut voir un rapprochement avec la bataille navale. Très bien, merci en tout cas pour ce premier jeu. On va se diriger vers un nouveau jeu qui, je crois, est narratif. Absolument, alors là on va changer d'ambiance étant donné que je vais te propulser dans un monde post-apocalyptique, d'accord, une dystopie, étant donné qu'un grand événement majeur est survenu sur la Terre et nous a conduit au quasi-néant. Alors si je te dis quasi-néant, c'est parce qu'en fait on va jouer des survivants au sein d'une colonie et on aspire à être justement le leader de cette colonie-là. Pour cela, on va avoir
du coup différents mondes, on va en choisir un. Alors on va avoir par exemple des mondes où il y aura une invasion extraterrestre, d'autres mondes où par exemple il y aura une pénurie d'eau et auquel cas l'écosystème entier se sera effondré, d'autres mondes par exemple avec un virus mutant qui nous changerait tous en zombies, enfin bref, t'imagines le genre d'univers. Et à chaque fois, ce seront des questions qui nous seront posées. Et chacun devra répondre à ces questions-là, tenter d'apporter les solutions justement pour la colonie. Et ensuite, on viendra tout simplement voter au moyen de nos jetons de faction pour celui ou celle qui aura été le plus convaincant. Voilà. D'accord, alors on a quand même quelques indications, il faut répondre en fait à certaines problématiques. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes ? Bien sûr, alors là tu vas voir, c'est très joyeux. On a par exemple quelles mesures prendre pour préserver la santé mentale de la population de la colonie. Parce qu'il se trouve que peut-être que tu es réfugié dans une prison, sous un dôme, auquel cas c'est pas la joie tous les jours. Alors voilà, il va falloir apporter des solutions par rapport à ça. Comment produire suffisamment de nourriture pour la colonie ? Évidemment, ça va être un problème majeur, ça. Et pourquoi pas, quelles mesures prendre pour lutter contre la prolifération des armes au sein de la colonie? Voilà, il va falloir que tu répondes à tout ça et si possible que tu sois la plus convaincante pour gagner la partie. Mais en dernier mot, je tiens à dire que gagner la partie finalement n'est pas forcément la finalité de ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu narratif. Le plus important, c'est de se propulser ensemble dans un monde que l'on crée de toutes pièces en quelque sorte. Et voilà, de profiter un petit peu de ce moment-là, quoi. On est un peu sur la base d'un jeu de rôle finalement. Absolument, oui, on est aux portes du jeu de rôle. Tout un programme, du coup, et je crois que tu as un dernier jeu à nous présenter Un pour petit les jeu. enfants, a priori. Absolument, ouais, c'est ça. Bah, je t'invite à aller de ce côté. Allez, c'est parti. Donc effectivement, c'est Happy Families, un jeu pour les 5 ans. C'est de 2 à 4 joueurs et c'est en 10 minutes de partie. Dans Happy Families, en fait, c'est une sorte de revisite du jeu de cette famille habituelle, hein, d'accord ? La petite particularité, ça va être la mise en place. Parce que tu vois, habituellement, on pioche des cartes dans une pile. Ici, les cartes seront positionnées de cette manière-là. Et à ton tour de jeu, tu vas pouvoir piocher l'une de ces cartes. Mais attention, il va falloir que tu pioches une carte libérée. J'entends par là une carte qui ne serait pas bloquée par d'autres cartes. Comme par exemple celle-ci ou celle-ci, d'accord ? Mais pas celle-là ou celle-là, qui sont bloquées par d'autres. Le but, ça va être de recomposer bien évidemment les familles comme un jeu de cette famille. Je vais toujours pouvoir d'ailleurs te poser la question à la fin de mon tour, est-ce que tu as l'hippopotame numéro 2 ? Est-ce que tu as le crocodile numéro 3 ? Auquel cas, il faudrait que tu me le donnes, d'accord ? Et quand la fin de partie arrivera, quand il n'y aura plus de cartes dans les pyramides, on regardera si effectivement un des joueurs a réussi soit à composer une même famille de ses 6 membres, d'accord ? Soit 4 séries de 3 membres d'une même famille. Très bien, mais en tout cas, ça a l'air d'être un jeu simplissime, un peu basé sur le Seven Wonders finalement. Absolument, sur la mise en place, effectivement, je pense que l'inspiration est de ce côté-là. Voilà, de quoi s'amuser en tout cas pour cet été. Merci Georges pour ces nouvelles découvertes. C'était la dernière chronique avant cet été. On vous souhaite un très bel été sur 8 Mont Blanc et à très bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Juste après votre émission En tête à tête, ce soir, Victoria Lopez vous emmène à la rencontre du directeur du château des Rubins, Arnaud Delers. Ce week-end, n'oubliez pas 2 grands rendez-vous à ne pas manquer. La course de trail EDF Pyramenta à Arèche-Beaufort. Nous y serons en direct dès 6h30 le matin. Et dimanche, vous pourrez suivre le tour des glaciers à Pralognan-la-Vanoise à partir de 11h. Merci à toute l'équipe pour cette édition. Très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à très bientôt sur notre antenne.